Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. C'est Jean-Charles Bouchou. Pourquoi j'ai dit Boudou? Je sais pas. Moi, je suis désolée. C'est joli aussi, remarquez. Oui, c'est joli aussi. Voilà, parce que tout simplement j'ai fait une erreur de frappe sur mon texte. Je suis désolée. Je promis, je vous appelle Bouchou. Ouais. Tout pendant les 2 heures. Vous êtes votre petit bout de chou pendant 2 heures. Oui, c'est mieux, vous avez raison. Bon, en tout cas, l'énergie sexuelle, vous en parlez beaucoup dans ce livre que vous étiez venu nous présenter, Chevaucher le dragon. Hein. Oui. Et c'est quelque chose qui paraît assez clair pour tout le monde, hein. Bien sûr, c'est une énergie, la sexualité. C'est certain. Mais ce qui est peut-être plus compliqué à comprendre pour beaucoup d'entre nous, c'est que finalement, la manière dont on va aborder telle ou telle autre pratique, donc on va avoir le choix de faire, ou en tout cas le désir de faire telle ou telle pratique, c'est quand même très révélateur de ce qu'il y a en nous. Oui, ça serait lié donc à notre histoire. C'est parce que j'ai eu telle ou telle histoire que je vais avoir tel ou tel désir ou telle pratique. C'est un petit peu ce que dirait la psychanalyse, oui. Je suis pas totalement d'accord avec ça quand même. J'espère qu'on a le choix. J'espère qu'on peut prendre des voies qu'on ne connaît pas, les découvrir et puis se découvrir effectivement, vous avez raison, au travers de ces voies et grandir. Parce que c'est ça l'idée, avancer et pourquoi pas, oui, rencontrer cette belle énergie qui peut nous mener jusqu'à l'éveil, hein, au moins jusqu'à l'extase. Et dans l'extase, c'est vrai qu'on découvrira un monde bien plus tellement comme on l'avait pensé avant. C'est très transformateur. La sexualité sacrée, oui. Oui, tout à fait. Mais je dirais même la sexualité tout court, parce que on sait très bien que la sexualité, si on a un peu la capacité à évoluer entre ce qu'on désirait quand on a 17-18 ans et ce qu'on peut aimer quand on en a par exemple 50, il y a du chemin. Hein. Oui, à 17-18 ans, on ne désire rien en fait. Hein. Parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et alors, a priori, on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on est plus dans la découverte, effectivement, vous avez raison. Et malheureusement, la découverte, elle se fait sur le tas. Mais avant de pratiquer, tas, avant de pratiquer, vous avez beaucoup. Moi, je viens d'apprendre que les enfants voient leur premier film porno quand ils ont 8 ans, en moyenne, puisque c'est très accessible sur Internet. Je trouve ça assez catastrophique parce que ça donne quelle image à nos enfants et puis comment est-ce qu'ils vont digérer ça, si j'ose dire. Donc oui, c'est très très long en fin de compte de découvrir la sexualité et je souhaite vraiment à tous les auditeurs un jour d'aller sur ce chemin magnifique qu'est la sexualité sacrée. On va pouvoir éventuellement d'ailleurs expliquer de quoi on parle quand on parle de sexualité sacrée. Ce que je voulais dire justement en ce qui concerne la sexualité, ce qu'on apprend en sexologie en tout cas, la sexualité dans une société, pour un individu, elle se construit de manière culturelle et cognitive. Hein. Oui. Et ça c'est vraiment important toujours de bien comprendre que notre vision de la norme sexuelle, elle est très subjective au fond, suivant les époques. Par exemple, à l'époque romaine, épouser une gamine de 12 ans, c'était normal. Aujourd'hui, on appelle ça de la pédophilie. Oui. Et très bien, hein, je suis pas en train de dire. Il y avait un psychanalyste qui avait écrit un livre qui s'appelait Pour décoloniser l'enfant, où il disait qu'on devrait donner la majorité aux enfants à l'âge qui seraient donc pas des enfants, la majorité aux gens à l'âge de 13 ans. Et c'est vrai que nous avons tendance à infantiliser aussi nos enfants. On en fait des gosses. Mais à partir de 13 ans, on est déjà dans l'âge adulte. En tout cas, c'est l'âge de la puberté. Oui. Donc c'est vrai que c'est un âge où on peut commencer à avoir des relations sexuelles et à se reproduire. Même si aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, psychiquement, nous ne sommes pas prêts. Non. Et donc, psychiquement, nous sommes toujours des enfants. Je suis d'accord. Mais pourquoi ? Est-ce que la société ne nous garde pas trop longtemps comme étant des enfants? Alors l'âge de la majorité sexuelle aujourd'hui en France, en tout cas, parce que c'est pas pareil dans tous les pays, c'est 15 ans. D'accord. C'est-à-dire que deux enfants de 15 ans qui font l'amour ensemble, on va considérer d'une manière donc culturelle aujourd'hui en France que c'est normal. Oui. En revanche, 2 enfants de 14 ans et demi, on considérera que c'est pas dans la norme. C'est toujours important de rappeler les repères. Après, bien sûr que derrière ça, il y a toujours beaucoup d'exceptions, hein, mais la norme sexuelle, c'est 15 ans aujourd'hui. Je précise d'ailleurs que dans la deuxième heure, on évoquera avec l'UNESCO l'éthique de la sexualité. Je crois que ce sera également très intéressant. On aura Joël Mignot qui réagira en direct. Alors voilà, donc notre sexualité, elle est révélatrice de beaucoup de choses de nous. Ça, vous êtes d'accord, Jean-Charles Bouchou? Oui, tout à fait. Merci pour le moment. Et puis, en revanche, nos fantasmes et puis certaines pratiques que tout d'un coup on va avoir envie de faire et qu'on fera peut-être ou pas. D'ailleurs, ça c'est encore une autre question. Pourquoi certains vont oser
aller dans des chemins de traverse et d'autres pas. Vous avez un avis là-dessus ? Oui, bien sûr. Oui, le fantasme est destiné à rester un fantasme. Si c'est pas un fantasme et s'il y a passage à l'acte, alors c'est un projet et on l'a laissé mûrir. C'est pas exactement la même chose. Je dis ça parce que le lieu du fantasme est un lieu important en psychologie, parce qu'il est il est le lieu de l'intime, il est le lieu du secret, il est le lieu du rêve. Et on n'est pas obligé de passer à l'acte du tout. Après, effectivement, on peut rêver, aller dans un sauna, un jacuzzi avec sa compagne ou son compagnon, et puis un jour, on passe à l'acte. Ça devrait pas être appelé fantasme, alors. On devrait distinguer les deux. Il faudrait inventer un autre mot, qui serait entre le fantasme et le passage à l'acte. Oui, tout à fait, oui. Ça s'appellerait peut-être un désir, tout simplement. Voilà, un projet, un rêve, oui, tout à fait. Le fantasme, si vous voulez, c'est si ça va mal avec mon ou ma partenaire, je peux par exemple fantasmer le ou la tromper. Et ça permet d'adoucir la réalité. Mais le fantasme, à mon avis, est destiné à ne jamais venir à ce qu'il n'y ait jamais de passage à l'acte. Et c'est très intéressant comme sujet parce qu'il existe un nouvel outil qui s'appelle Internet. Et ça fait plusieurs fois que je reçois des gens. J'ai un monsieur qui en ce moment est en accusation par son épouse parce qu'il l'a trompé, alors qu'en réalité, il a eu une relation sur Internet. Virtuelle, donc. Virtuelle. Alors c'est très intéressant parce qu'on est dans le fantasme, mais on est aussi dans le passage à l'acte. L'a-t-il trompé ? Ils ne se sont jamais rencontrés. Pour elle, oui. Pour elle, oui. Et pour lui, non. Et lui, il est mis en accusation, il se sent couillon. Maintenant, elle le tient, elle en abuse. Moi, je trouve qu'elle en use et qu'elle en abuse quand même. Oui. Donc, on a intérêt à être quand même le plus clair possible dans sa vie. Mais en même temps, je ferai une comparaison un peu plus réelle en l'occurrence. Mais certains hommes ont envie d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes et vont donc avoir recours à des prostituées pour ne pas tromper leur femme. Et là, parce qu'avec une prostituée, la femme n'est pas trompée. Mais non, dans leur tête, non. Oh, c'est drôle ça. Parce que pour eux, c'est intéressant parce que ça fait de la prostituée un objet. Et on pourrait dire à ce moment-là, dans l'esprit de ces gens, j'imagine, qu'il y a tromperie dès lors que l'autre est un sujet. C'est juste abominable, quoi. Mais non, mais dans la tête de ces hommes, puisque la prostituée, il n'y a pas de relation affective, puisque c'est que mécanique. Donnant, on donne du sexe contre de l'argent, donc il y a un échange qui est totalement matériel et qui élimine totalement l'affect. Donc pour eux, ils ne trompent pas leur femme. D'accord. Bon. Après, c'est un point de vue. Moi, je le partage pas du tout. Mais non, mais je suis pas. Moi, je dis. Moi, j'ai pas de jugement. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien ou qu'il faut. Enfin, qu'importe. Ce qui m'apparaît important, moi, en tant que psychanalyste, si vous voulez, c'est d'essayer. Franchement, c'est un conseil que je me donne déjà, parce que même moi, je transgresse, et que je donne à mon entourage, et notamment à mes enfants. Essayez le plus possible d'être dans la vérité. Parce qu'à chaque fois que je mens, je crée une double réalité. Il y a la réalité du discours, ce que je dis, et puis la réalité de ce que je vis qui est autre. Et ça, c'est extrêmement toxique. C'est toxique pour les autres parce que sachez que quand vous mentez, l'autre sait, même s'il ne sait pas qu'il sait. Et ça, il suffit de rencontrer des thérapeutes qui font des thérapies transgénérationnelles pour savoir qu'un secret de famille intoxique une famille sur plusieurs générations. Alors, imaginez un simple mensonge que vous faites à votre conjoint, c'est-à-dire vous l'avez trompé, vous lui dites pas. Ça va intoxiquer votre relation. Alors si c'est arrivé une fois, si c'est exceptionnel, bon passe, on finira peut-être par s'en guérir, mais éviter le plus possible dans sa vie de s'installer dans le mensonge. Donc si vous voulez aller voir des prostituées, pourquoi pas, mais à ce moment-là, parlez-en à votre conjoint. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais bon, c'est la vôtre et, c'est la mienne. Et je la respecte. Ça, c'est la définition de l'hystérie, c'est-à-dire des relations très érotisées et des passages à l'acte assez anesthésiés. C'est une des définitions de l'hystérie. Ce sont des fonctionnements comme ça, mais quand on s'aperçoit qu'on a affaire à quelqu'un qui fonctionne comme ça, on passe son chemin, quoi. Ouais, mais c'est dur, hein. Oui, parce que ce qui s'est généré, justement, tiens, nous en parlions tout à l'heure, ce qui s'est généré, c'est un fantasme. Et vous courez après un fantôme. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Alors c'est très étonnant parce que vous avez comme ça des personnes qui sont avec d'autres gens qui sont toxiques et qui restent en espérant qu'un jour ils obtiendront ce qu'ils n'ont jamais obtenu, c'est-à-dire que c'est un petit peu le même rapport qu'on a à la drogue, dans l'addiction. On court après une sensation qu'on ne retrouve jamais. Parce que si on la trouvait, on arrêterait de courir. Oui, et puis il y a le fantasme de ce que vous avez connu au début et que vous avez cru être la femme de votre vie, merveilleuse, etc. Sauf que le vrai visage de cette femme est apparu et que là, on doit faire le deuil d'une illusion en quelque sorte. Oh, mais c'est dur, hein.
C'est dur parce que vous vous accrochez, vous aspirez toujours. Vous dites, mais un jour ça va s'éveiller. On vous parle de thérapie de couple. Alors tu dis oui, mais je suis prêt à en faire une. Quand il faut passer à l'acte, mais non, ça refuse, ça va en arrière. Ouais, c'est juste une prise de pouvoir constante. Hein. Là, vous êtes avec quelqu'un qui est dans le pouvoir. Donc il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est partir. La fuite, évidemment. Mais c'est vrai qu'évidemment, il faut aussi accepter de renoncer à quelque chose qui n'était qu'un rêve, en quelque sorte. Merci Julia Balombe. Merci Brigitte. Et puis, on vous retrouve bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement pour retrouver vos dates de concert, par exemple. Ou pour acheter vos CD, bien sûr. C'est ça, parce que là, j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient où sont mes CD. Ils sont tout simplement sur iTunes, Deezer, etc. Juste une petite chose, c'est vrai, je suis blacklistée, bloquée sur mon réseau Facebook, parce qu'il y avait un petit téton qui dépassait, sûrement. Donc voilà, pendant 31 jours, n'est-ce pas, je ne peux pas répondre à vos messages. Je les reçois, je les lis, mais je ne peux pas vous répondre. C'est pas que je vous snobe. Non, ça on sait bien que vous snobez personne, Julia Balombe, bravo. On continue. Ouais, un petit mot sur Facebook. Ah ben allez-y, bien sûr. Sur Facebook, si vous mettez l'origine du monde, ce tableau qui est exposé dans les musées à Paris, eh bien vous faites, comme vous avez dit, blacklisté, je sais pas où. Par contre, on reçoit régulièrement des publicités de prostituées qui sont mises sur le côté et qui sont distribuées par la maison. Donc voilà. Bah oui. Voilà, vous en tirez vos conclusions, quoi. Si vous payez le prix, vous pouvez effectivement vous prostituer sur Facebook, mais si vous mettez une photo gratuite, donc de vous ou d'un tableau de maître, et bien à ce moment-là, vous êtes blacklisté. Business, baby. Ouais. Et oui. Bon, et Eric est avec nous. On va parler du tantra. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Merci de réagir avec nous. Jean-Charles Bouchou, vous parlez du sexe sacré ou du tantra. Oui, je parle un peu du tantra dans mon livre Chevaucher le dragon. Chevaucher le dragon, oui. Ah d'accord, j'irai me renseigner, j'irai lire ce livre. Franchement, c'est une chose que je découvre depuis peu et je m'aperçois que c'est vraiment une autre sexualité. C'est vraiment une autre dimension. Alors vous l'avez découvert par hasard ou c'était un choix de votre part, de votre partenaire ? Comment vous êtes arrivé à ça ? C'est venu à moi par hasard. Ensuite, après maintenant, je me suis renseigné histoire de comprendre ce que c'était. J'ai bien voulu aller sur un stage. J'y suis allé avec ma compagne. Et je m'aperçois qu'en fait, l'idée que je m'en étais faite, c'était pas du tout ça. On a d'abord travaillé dans un premier temps sur la réparation de soi. Et à partir du moment où... Alors, c'était quoi l'idée que vous en étiez faite, Eric ? Je pensais plus à des massages, à des choses comme ça, et ce qui est le cas, mais ça passe pas que par le massage, ça passe vraiment par l'esprit. Je pense que c'est une forme d'esprit qu'il faut avoir pour atteindre ses sommets, quoi. Franchement, c'est quelque chose. J'en ai fait l'expérience encore la semaine dernière sur un rapport de ma compagne, et on a vraiment joué des jeux qu'on a eu pendant le dernier stage, et franchement, c'était très beau. Je sais pas comment dire au niveau j'ai eu 2 orgasmes, un sans éjaculer et qui était d'une puissance phénoménale. J'ai jamais eu ça encore de ma vie et je suis prêt à recommencer. Ça prouve que dans ce que vous dites, Eric, ça prouve que vous êtes sur le chemin, parce qu'en effet, c'est un des résultats pour les hommes, en tout cas, de cette pratique. Ah oui, mais je m'attendais pas à ça. Franchement, là, c'est monté, j'ai même pas eu le temps de dire d'où ça venait. C'est parti d'un coup. Mais c'est vrai que ça transforme sa vision qu'on a justement de l'énergie sexuelle. Oui, complètement. En fait, c'est de jouer avec ses chakras, quoi. Il faut réussir à jouer avec ça. Oui, c'est ça, par la respiration. Voilà, respiration, des mouvements de hanche, des contractions du périnée. Donc quand vous parlez d'orgasme, vous le situez où dans votre corps quand c'est arrivé ? Il était 1, 2, 3, il était au 4e chakra. C'est un orgasme au niveau du cœur. Ouais. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Et c'est là où on peut parler de spiritualité, où on quitte complètement l'idée de la sexualité. C'est que au moment d'une extase comme celle-là, on n'est plus un sujet qui aime un autre sujet ou un objet qui aime un autre objet. On devient, vous me confirmez si vous êtes d'accord avec moi, on devient amour. Oui. Il n'y a plus de sujet d'objet. Et c'est là où on rejoint la spiritualité. C'est qu'on se perd totalement dans l'amour. Eric, vous restez avec nous. On va essayer d'expliquer plus clairement à ceux qui nous écoutent. Mais là, on a quelqu'un qui en parle, qui a l'expérience. Et ça sera intéressant, Eric, que vous
vous puissiez en dire un peu plus à ceux qui nous écoutent, parce que justement, c'est une chose qui est assez abstraite pour beaucoup de gens, et je crois que c'est bien de profiter de votre expérience pour éclairer un peu tous ceux qui nous écoutent. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va revenir sur le tantra avec Jean-Charles Bouchou, qui est mon invité, psychanalyste, psychothérapeute et auteur de Chevaucher le dragon aux éditions d'Hervy, dans lequel vous abordez beaucoup de sexualité. D'ailleurs, vous abordez le libertinage, le tantra, etc. Eric est avec nous. Donc, Eric, vous avez fait des stages de tantra et vous avez découvert donc cet orgasme du cœur, comme on vient de l'appeler, et vous avez, c'était votre premier stage ou c'était déjà un stage Le deuxième. Le deuxième? Ouais, c'est rapide. Oui, je pensais pas que ça allait aussi vite, quoi. Franchement, après, il suffit d'y croire. Je pense qu'il faut être en harmonie avec soi, puis avoir l'esprit ouvert sur ce genre de pratique. Alors Jean-Charles Bouchou, vous disiez que c'était la respiration, c'est peut-être aussi d'être vraiment dans un lâcher-prise et dans le ressenti de son corps et de lâcher un peu le mental, non? Oui, c'est ça. D'abord être dans un état de méditation. D'abord la méditation, il faut pratiquer beaucoup la méditation. Ensuite, effectivement, par des techniques, on va susciter une excitation. Et après, effectivement, par la respiration, nous sommes habitués à ce qu'une excitation sexuelle s'exprime par le sexe. C'est normal. Par les parties génitales. Là, par la respiration, on peut la faire circuler et lui faire remonter plusieurs chakras. Donc, l'exemple que Eric nous donne, c'est qu'il a réussi il a laissé l'énergie monter jusqu'à son cœur et s'exprimer. On peut avoir un orgasme au niveau du cœur. On peut l'avoir à d'autres endroits. On n'est pas obligé d'avoir des orgasmes uniquement dans les parties génitales. Et c'est à ce moment qu'on peut connaître une forme d'extase. Et cette extase nous enseigne. On apprend. C'est la vraie spiritualité, si vous voulez. La vraie spiritualité, elle se trouve pas dans les livres. Dans un livre, on peut vous donner vous expliquer un chemin. Mais le chemin, si vous ne le parcourez pas, vous ne saurez jamais de quoi il s'agit. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, je suis pas un grand lecteur, et puis c'est vrai que j'ai lu quelques livres là-dessus. C'est très, très technique, c'est très intéressant, mais tant qu'on n'a pas pratiqué la méditation et puis le lâcher prise, ça vient pas, quoi. Oui, bien sûr. En même temps, c'est important à dire aussi que si on veut tenter ces expériences-là qui sont en effet de l'ordre de la spiritualité, je suis complètement d'accord. Eric, il faut avoir un peu quand même déjà, il faut être ouvert un peu comme ça. Je pense que si on n'est pas un tout petit peu en éveil, le premier stage de tantra, on va passer complètement à côté. Oui, c'est pour ça l'intérêt de mon livre Chevaucher le dragon, dont le sous-titre, vous l'avez pas donné, c'est d'une sexualité libertine à une sexualité sacrée. Dans ce livre, je donne beaucoup de conseils, et c'est vrai que ça permet d'avoir une première approche, c'est-à-dire qu'on sait où on va. Mais ensuite, effectivement, c'est par la pratique qu'on va pouvoir voir cette énergie circuler. Mais beaucoup de méditation, beaucoup de respiration, et laisser monter l'énergie jusque les chakras du haut. Voilà, j'ai pas réussi à aller plus haut encore pour le moment. C'est déjà pas mal. C'est énorme. L'orgasme du cœur, c'est un orgasme fantastique. C'est un orgasme qui était enseigné à l'empereur de Chine par des personnes spécialisées, et c'est quelque chose d'assez rare. Et c'est quelque chose de vraiment magnifique, parce qu'on comprend, je me répète un peu, je suis désolé, comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus un sujet qui aime un objet, on est amour. On est pris dans l'amour. Ouais, c'est un grand tout, en fait. C'est aussi bien la partenaire que tout ce qui est environnant, ça fait un bien fou, quoi. Et puis j'avoue que les jours d'après, on est bien, quoi. C'est franchement. Oui, on est un peu ailleurs, quoi. Enfin, en tout cas, on s'éloigne un peu j'allais dire de tout le quotidien un peu inintéressant finalement de la vie, quoi. On va à l'essentiel. Le quotidien nous atteint moins que d'ordinaire. Franchement, c'est... Donc la prochaine révolution, ça sera peut-être une révolution sexuelle. On en parlait, nous avons déjeuné ensemble avec Brigitte tout à l'heure. Elle me disait, mais peut-être que nous allons vers une révolution, mais quelle sera-t-elle? C'est peut-être par le sexe que ça passera. Actuellement, pour venir sur l'actualité en ce moment, sur les gilets jaunes et trucs comme ça. Non, pitié, Eric. C'est dommage qu'ils aient pas un mot d'amour, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est dommage qu'ils fassent pas l'amour sur les ronds-points. Ouais, voilà. Moi, je leur conseille fortement de faire l'amour sur les ronds-points. Tout nu sous le gilet jaune.
On va leur offrir des strings jaunes alors. Non mais là, il n'y a même pas besoin de ça dans le tantra. non, mais ce qui est intéressant évidemment avec votre témoignage, Eric, c'est qu'on voit bien que lorsque on est dans l'amour au sens profond du terme, et pas dans l'amour possession ou l'amour en demande, parce que beaucoup de gens disent aimer quelqu'un, mais ils l'aiment pour recevoir ce qui leur manque. Là, vous êtes dans l'amour au sens profond du terme. Bon, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on voit la vie différemment, quoi. Oui, étonnamment, on abandonne tout désir. C'est-à-dire qu'on se laisse porter. C'est pour ça que j'aime le titre Chevaucher le dragon. Voilà, on se laisse porter par le dragon. On n'est pas dans le... Oui, ouais, voilà, ça enlève un peu toutes ces choses-là de convoitise, d'envie, de jalousie. C'est de l'amour simple, pur, tranquille, libre. Et c'est juste ça. C'est pas juste ça, c'est énorme. C'est le tout, justement. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous dites c'est juste ça, alors que c'est le tout, et on voit à quel point les extrêmes finalement veulent dire la même chose. Parce qu'au fond vous avez raison aussi, c'est juste ça. Mais si on veut utiliser le mot exact, c'est le grand tout. Oui, voilà. Mais vous avez raison aussi, c'est juste ça, quoi. Et c'est là où pour comprendre, pour que l'humain en effet devienne enfin bon. Mais c'est très utopique, je suis très lucide. Il faudrait justement ce juste ça ou ce grand tout. Dépasser le sexe, dépasser la sexualité telle qu'on la connaît. Et ce que je crois, c'est que les églises, en nous interdisant et en condamnant le sexe, nous ont placés en deçà, c'est-à-dire avant le sexe. C'est-à-dire qu'il nous faut rencontrer la sexualité, il nous faut la dépasser pour arriver sur des choses telles que Eric en témoigne. Vous voyez, les religions, ça n'engage que moi ce que je dis bien sûr. Mais on en parle tout de suite après les infos d'ailleurs. D'accord, alors après. Non, mais allez-y. Non. Oui. Au contraire, continuez votre propos. Donc les religions nous ont maintenus en deçà de l'éveil et en fait, elles nous ont empêchés d'évoluer en voulant trop gérer et interdire et empêcher la sexualité, entre autres. C'est-à-dire que la religion à l'état pur, elle n'est pas contre le sexe. Mais c'est ce qu'on en fait. Non, c'est le sexe uniquement pendant les liens du mariage, uniquement pour faire des enfants. Si vous avez 3 enfants, vous avez fait l'amour 3 fois dans votre vie, quoi, en clair. On n'aura pas une sexualité débridée, je crois, grâce aux religions. Il faut savoir que le tantra en fait, il s'agit du tantrayana. Le tantrayana, l'aspect sexuel n'est qu'une toute petite partie du tantrayana, qui est une religion à part entière, qui est issue du bouddhisme. C'est une évolution du bouddhisme. Mais d'ailleurs, c'est ce qui gêne certains puristes. Le tantra, normalement, n'est pas sexuel au départ. Oui. Le tantra sexuel n'est qu'une toute petite partie des tantras qui existent. Ah oui, puis on n'est pas obligé d'avoir forcément une pénétration pour avoir normalement pas, même. C'est franchement, juste sur les exercices, déjà, ça commence à bien chauffer tous les chakras. C'est déjà un bon ressenti, quoi. Susciter l'énergie, être en état méditatif, respirer, laisser circuler l'énergie, c'est tout. C'est tout. Et à ce moment-là, on devient un lien entre le ciel et la terre. Et là, il n'y a pas besoin de grande théorie. Oui, mais en fait, peu de mots peuvent l'expliquer quand je dis que tout devient amour et c'est juste ça. Oui, il y a pas besoin de se parasiter d'autre chose. C'est franchement. Mais c'est pour ça. Mais c'est difficile de mettre des mots parce qu'en effet, c'est du ressenti dans le corps. Et mettre des mots sur des ressentis dans le corps, c'est quand même pas si simple que ça, bien sûr. Mais en tout cas, on l'entend dans la manière dont vous vous exprimez, Eric, et on sent que ça a été réellement une expérience vécue, réelle, et on vous croit. Durant l'année, au fil de nos conférences. Ouais, pour revenir à la religion, je crois que le danger des religions, c'est que à mon avis, c'est une intellectualisation de la spiritualité. C'est-à-dire qu'à l'origine, vous avez, peut-être le Messie, je sais pas, quelqu'un a une expérience spirituelle, il en parle. Ensuite, c'est raconté, c'est écrit. Et aujourd'hui, et rapidement, les docteurs de la loi, les docteurs de la religion, sont ceux qui ont lu un livre, ce sont pas ceux qui se sont éveillés. Et à ce moment-là, ils prennent le pouvoir sur la population au nom d'un livre et non pas au nom de la spiritualité. Et c'est à ce moment-là où il y a une grande séparation, effectivement,
entre religion, qui est une intellectualisation, et spiritualité, qui est une pratique, qui est une réalisation, qui est quelque chose. On avait cet exemple tout à l'heure avec Eric. On en est arrivé à un moment donné. Oui, c'est bien. Bon, moi, j'ai écrit un livre, lisez-le. Mais parce qu'il vous donne de bons conseils, parce qu'il explique certaines choses. Mais si vous vous contentez de lire le livre, ça ne sert strictement à rien. C'est dans votre pratique, c'est dans votre approche de la spiritualité, c'est dans votre approche de la sexualité que vous pourrez éventuellement arriver à une extase, arriver à un éveil, arriver à une réalisation. La vraie compréhension n'est pas dans les livres, dans aucun livre. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Jean-Charles Bouchou, je vais parler du maître et de l'esclave. Alors je ne vais pas parler du sadomasochisme au sens plus profond du terme, si je puis dire, mais je vais juste parler de ces jeux qui sont un peu de domination-soumission et qui peuvent être appréciés par certains, à condition évidemment que ce soit un jeu, justement, et que ce ne soit pas un moyen de prendre le pouvoir sur l'autre. Et il faut vraiment voir ça sous cet angle-là. Et ce que je pourrais proposer, par exemple, à ceux qui nous écoutent et qui ont envie un peu de s'essayer à ce jeu de domination-soumission soft, c'est de prendre une pièce de monnaie, vous choisissez pile ou face, vous lancez la pièce, et puis celui qui a choisi pile sera le maître et l'autre l'esclave. Et à ce moment-là, vous pourrez vous amuser pendant une demi-heure, par exemple. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que donc le maître va prendre les décisions à la place de l'autre, et vous verrez que c'est pas forcément la position la plus facile, ça peut même être la position la plus délicate, parce que d'abord il faut faire preuve d'imagination, il faut arriver quand même à sentir ce qui va plaire à l'autre, à son esclave, parce que bien sûr c'est un jeu qui consiste à se faire plaisir et non pas justement à profiter de ce jeu pour régler ses comptes. Et vous pouvez jouer à ça et puis peut-être le lendemain inverser les rôles, et vous allez comme ça découvrir à quel point d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, on est souvent dans ces jeux-là de domination-soumission, et en y jouant vraiment, ça se fait prendre conscience que peut-être de temps en temps, on y joue sans s'en rendre compte. Oui, puis de toute façon, c'est très agréable. C'est très agréable d'être au service de l'autre, je trouve. Ça, c'est personnel. Et c'est très agréable aussi de voir que l'autre peut être à notre service à un moment donné. Mais sans aller si loin, vous pourriez essayer simplement de laver l'autre. Vous lui donnez sa douche. Vous l'enduisez de savon, puis ensuite vous la rincez, puis ensuite vous la séchez. Et à un moment donné, vous vous trouvez à ses pieds et vous donnez complètement. Et c'est extrêmement agréable de laver quelqu'un. Et c'est extrêmement agréable d'être lavé par quelqu'un. Et puis effectivement, vous avez raison. Les mots maître et esclave sont des mots qui sont très forts, je trouve. On pourrait parler bien sûr, de yin, de yang. Ça se fait dans le respect. C'est important aussi que celui qui est en posture je vais reprendre votre mot d'esclave, puisse dire non. Qui est un joker, absolument. Oui. Qui est un moment au cas où ça dérape un peu. Et pourquoi pas le faire à tour de rôle, effectivement. On va dire, tiens, pendant 30 minutes, c'est moi qui mène le jeu, et pendant 30 minutes, ce sera toi. Mais c'est un excellent exercice et très agréable à vivre. C'est quand même très important de bien observer votre fantasme, essayer de comprendre pourquoi vous avez ce fantasme-là. Parce que le fantasme a une première fonction qui est une fonction psychologique et qui nous permet de supporter certaines tensions. Quelquefois, le passage à l'acte peut être décevant. Alors que si c'est un passage à l'acte qu'on vit seul, écoutez, on est déçu et puis on aurait peut-être dû garder le fantasme au fond de soi. Si c'est un passage à l'acte qu'on propose et qu'on fait faire à quelqu'un d'autre, ça peut avoir des implications très fortes sur votre couple. Donc ça serait peut-être bien de beaucoup y réfléchir et peut-être bien de consulter avant. Aller au bout de la compréhension de pourquoi ce fantasme. Et puis ensuite, pourquoi pas. Alors, laissez-le bien mûrir d'abord avant de le proposer à votre compagne. Bien sûr. Mais j'y ai réfléchi. Alors, je vois, mais c'est difficile de s'auto-analyser. Ouais. Mais moi, de ce que j'en ai un peu, l'analyse que j'en ai faite, c'est que pour moi, je ne suis pas le seul responsable de son bonheur et que son plaisir physique. Ouais, mais attendez. Mais Nicolas, ça c'est des beaux sentiments, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette femme qui est un être à part entière devient finalement votre objet que vous avez envie de partager avec d'autres hommes. Je pourrais aussi dire ça. Et là, on n'est plus dans des beaux sentiments. Vous voyez à quel point la manière dont on interprète quelque chose, ça peut être tout merveilleux, tout beau, idéal, et plein de bons sentiments, ou alors être carrément pervers.
Ça, et puis pour le dire autrement. Attention, Nicolas, j'ai pas dit que c'était votre objectif. Je montre juste, encore une fois, l'envers du décor. Ça, et pour le dire autrement, vous l'empêchez d'être un sujet. Parce que moi, je veux qu'elle aille prendre du plaisir avec un autre. Est-ce qu'elle demande à prendre du plaisir autrement que ce qu'elle a aujourd'hui? Je veux dire, vous ne parlez absolument pas d'elle. Il faut bien comprendre que le désir dont il est question, c'est le vôtre. Le plaisir dont il est question, c'est le vôtre. C'est en aucun cas le sien. Parce que quelle est sa demande à elle? Est-ce qu'elle vous dit que vous êtes insuffisant? Non, pas du tout. Voilà. Non. Donc c'est vous le sujet de l'histoire, c'est pas elle. Parce que sauf que la jeunesse, comme je vous avais dit, la jeunesse, on va y c'est revenir. que pour moi, je me suis pris à penser qu'en fait, elle avait peut-être envie de voir d'autres hommes. Eh ben, posez-lui la question. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Charles Bouchot qui est avec nous aujourd'hui, psychanalyste, psychothérapeute, auteur de Chevaucher le dragon aux éditions d'Hervy. Alors, vous parlez du libertinage à la sexualité sacrée dans votre livre, Jean-Charles Bouchot. On a ratissé large quand même aujourd'hui. Très large, on est allé très loin. Nous sommes allés très loin. Et on va continuer à aller très loin avec Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Enfin une femme. Voilà, enfin une femme. Je serai la dernière sûrement de l'émission. Voilà, il y a des chances, oui. Ça me fait bizarre, je vous écoute tous les jours, ça me fait bizarre. Je suis ravie de vous avoir. Merci. Je vais aller très vite. Je vais essayer. Voilà, je suis depuis 15 ans avec mon mari. On va dire, on n'est pas mariés, mais je le considère comme mon mari. Voilà. Nous sommes depuis 15 ans. J'ai 39 ans et nous sommes ensemble depuis 15 ans à peu près. Nous avons une petite fille ensemble. Et vous parliez tout à l'heure de la domination et de la soumission, oui. Voilà, soumission. Moi, j'ai un mari, voilà, qui est complètement soumis, voire passif. Donc aujourd'hui, j'en souffre énormément. Nous en avons beaucoup parlé plusieurs fois, plusieurs reprises. Ça a été nos sujets de disputes, nos sujets de pleurs. J'ai essayé beaucoup de solutions afin qu'ils comprennent que j'en souffre énormément. Parce que si je ne viens pas vers lui, je n'ai rien. Voilà, je n'ai rien. Je n'ai pas une caresse dans la journée, je n'ai pas un bisou, je n'ai rien. Alors, imaginez bien, niveau sexuel, que j'ai une vie sexuelle très inexistante même, je dirais. Voilà. Oui, parce que c'est pareil dans la sexualité, c'est à vous de prendre les choses en main, en quelque sorte. Oui, je ne me sens plus, voilà, aujourd'hui, désirée, je me sens plus femme. Et est-ce que sa sexualité fonctionne quand même? Est-ce qu'il a des érections? Oui. Mais la machine fonctionne. Voilà. Il est à votre service. Vous êtes sa déesse. Voilà. Alors, il me dit qu'il a envie de moi, qu'il me désire, mais qu'il ne sait pas comment faire pour venir vers moi. Oui, voilà. Pour moi, je le comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cette réaction-là. Pourtant, je suis quand même jolie, sexy. Mais c'est sûr. Non, mais c'est pas le problème, Sylvie. Oui, mais on se remet beaucoup en question. On se dit bon, mais c'est à cause de l'accouchement, c'est à cause la petite prend beaucoup de place, c'est vrai. Mais est-ce qu'au début il n'était pas du tout comme ça, ou il était quand même? En fait, il a toujours été comme ça. En fait, il a toujours été comme ça, sauf qu'avec l'âge, on se dit bon, ça va passer, ça va venir. Moi, ce que j'entends, c'est que vous vous remettez beaucoup en question, alors que c'est lui qui est en question en fait dans l'histoire. C'est son incapacité à poser son désir qui est en jeu. C'est pas votre incapacité à susciter son désir. Ça n'a rien à voir. Oui. Ouais, c'est lui qui devrait consulter, me semble. Oui, alors en ce moment, je vous avoue qu'il fait une psychothérapie, alors c'est peut-être une bonne pas, nouvelle. C'est pas forcément dû à ça, c'est sur plein d'autres choses qui nous a un peu pourri la vie récemment, et je sais pas si ça va aider. En tout cas, là, il est qu'au niveau de son enfance. Je me dis ça va très très lentement. Est-ce que je vais être assez patiente pour que ça arrive à un autre niveau du couple? Je ne sais pas, je suis un peu perdue. J'essaye de trouver plein de petites solutions. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis très en colère contre lui. Je ne veux même plus qu'il me fasse pas qu'il me touche. Cette colère, il faudrait peut-être un peu comprendre comment elle s'est installée. Parce que bon, là, j'entends bien que vous auriez envie d'un homme un peu plus dominant. Non, pas dominant, entreprenant, c'est-à-dire qu'il pose son désir. Oui, simplement, au moins qu'il le pose.
Parce que dans cette histoire, son désir est absent. Alors sûrement que son désir le mettrait en danger. Et c'est là où il faut qu'il travaille. Et pourquoi est-ce que son désir le mettrait en danger? D'autant plus que vous êtes prête à l'accueillir. Donc vous êtes plutôt rassurante comme personne. Mais oui, c'est ça. C'est que je demande pas. Je pense pas demander le monde, quoi. Oui, mais Sylvie, puisque c'est vous qui appelez, bon, c'est vous que j'essaye d'aider. Vous êtes en colère, mais pourquoi vous êtes en colère? Parce qu'en fait, il va se satisfaire tout seul. Voilà. D'accord, vous voyez. Donc. Voilà. Oui. Et moi, j'ai l'impression de ne servir qu'à occuper la maison et à faire le rôle de la bonne petite femme à la maison, quoi. D'accord. Donc là, on est même au-delà d'un problème de sexualité entre vous. On est dans un problème d'évitement. Vous avez compris peut-être pourquoi il a peur comme ça de. Il me dit que je lui fais peur. Il sait pas comment m'approcher. Et voilà, il me dit que je lui fais peur. Je sais pas. Je lui donne l'impression d'être toujours sûre de moi, de toujours savoir ce que je veux. C'est vrai que j'ai un caractère très fort par rapport à lui. Je veux avancer, je suis toujours en action, voilà. Et lui, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Ce qui doit se passer, Sylvie, c'est que comme vous êtes un peu en colère et que vous êtes un petit peu frustrée, justement de son manque d'initiative sur le plan sexuel, donc vous devez un peu l'agresser. Plus vous l'agressez, plus il se renferme dans sa coquille. Oui. Oui, sûrement. Alors, je sais pas, mais pourtant, j'ai essayé d'autres solutions. Et si vous passez par la tendresse, justement, est-ce que ça pourrait pas améliorer votre relation? Parce que là, je sens que vous êtes à deux doigts d'aller voir ailleurs ou d'arrêter la relation. Donc, et en même temps, vous n'en avez pas envie, sinon vous n'auriez pas appelé. Donc, il faut repartir sur une intimité qui ne soit plus agressive, parce que là, vous êtes dans l'agressivité. Alors, j'ai essayé, j'ai essayé cette technique-là, de mettre un petit peu de musique, de mettre des déshabillés. Bon, mais là, il y a pas de Non, mais Sylvie, mettre un déshabillé, c'est quelque part, c'est l'agresser, parce que c'est lui dire, regarde comme je suis désirable, montre-moi ton désir. Ouais. Vous voyez? Alors que il faut j'allais dire, c'est comme un petit garçon qui a peur d'une femme hyper puissante. Alors c'est rigolo que vous dites ça, parce que justement la psy me dit que c'était un petit enfant. Ben oui. C'est pas rigolo, c'est juste un peu de connaissance des hommes et des femmes, Sylvie. Donc mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Il faut lui redonner confiance, lui redonner son pouvoir qu'il a mis complètement entre vos mains. Oui, je ne sais pas quoi faire pour lui redonner son pouvoir. C'est pour ça que je disais une intimité plus. C'est à lui de le prendre, son pouvoir. Puis d'ailleurs, je sais pas si on parle de pouvoir, c'est en fait se poser en sujet désirant. Ouais, voilà. Il n'arrive pas à se poser en sujet désirant. Donc il se pose en objet. Et ce qui est terrible dans une relation, c'est que si vous vous posez en objet, vous posez forcément l'autre en objet. Vous pouvez pas le poser en sujet non plus. Donc, mais vous, Sylvie, a priori, le problème va de votre côté, hein. Parce que vous n'arrêtez pas de vous remettre en question, parce que lui n'est pas capable de se poser en sujet, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, ça changera rien. C'est lui de son côté qui doit se positionner en sujet, et ça, il y arrivera peut-être, avec sa psychothérapie, au bout d'un certain temps. Oui, mais que ça va. C'est-à-dire que vous, à la limite, dans votre histoire, comment est-ce que vous vous positionnez comme étant dans le sujet, dans le sujet de votre propre désir? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prête à faire vous, pas pour lui? Vous avez déjà fait beaucoup. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. On me dit que je fais beaucoup. Ouais. Oui, mais en même temps, dans une relation, Sylvie, c'est à celui qui est le plus avancé de se mettre à la hauteur de celui qui est moins avancé. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi en passant par un peu plus de douceur et en l'accueillant là où il en est, que vous allez l'aider à se poser justement en tant que sujet, pour reprendre l'expression de Jean-Charles Bouchou. C'est pas en le bousculant. La tête. Non, je vais lui masser la tête, je vais lui faire des petits massages. Bon, il n'y a pas de problème, il est ouvert, mais ça vient encore de moi, quoi.
il y a rien de sa part. Ah oui, le après, oui, mais au premier abord, le premier pas, c'est quand même moi qui vais le faire. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait beaucoup de peine et beaucoup de mal. Écoutez Sylvie, on parle du désir aussi dans l'émission demain. Si vous voulez réagir à nouveau, on vous redonnera la parole. En tout cas, là, on est en fin d'émission. Merci beaucoup Jean-Charles Bouchou. Ça s'appelle Chevaucher le dragon. C'est aux éditions d'Hervy. Demain, on est avec Philippe Arlin. Et tout de suite, vous retrouvez bien sûr C'est votre avenir avec Trina. Je vous embrasse. À demain.